Pensée par Binge Audio. « 2011, le monde et Internet découvrent Lana Del Rey avec Video Games. Le clip, qu'elle a bricolé elle-même, rassemble des archives filmées à la Super 8 et des images d'elle face à sa webcam. Avec sa coiffure de pin-up, son épais trait d'eyeliner et son air las, la chanteuse hypnotise. 11 ans plus tard, le magazine Pitchfork parle d'elle comme l'une des plus grandes songwriters américaines encore en vie. Lana avait un rêve, une webcam, iMovie et des filtres vintage, et elle a écrit l'histoire, résume une internaute. Figure d'adoration comme de détestation, la sad girl désabusée de l'Amérique a fait shifter la pop mainstream. Texte hanté, voix suave, esthétique datée et texturée, derrière le glam du vieil Hollywood et les fossiles, connaissez-vous vraiment l'histoire de Lana Del Rey ? Elizabeth Woolridge Grant naît le 21 juin 1985 à New York. Son père développe des noms de domaine tandis que sa mère est professeure. Elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Sa sœur Caroline, alias Chuck, et son plus jeune frère Charles ou Charlie naîtront quelques années plus tard. La famille Grant, de classe moyenne, grandit à Lake Placid, près de la frontière canadienne. Le chant, Elizabeth l'apprend toute seule, dans les chorales de l'église et de l'école. Mais aussi avec sa grand-mère, Cynthia, dont elle admire la beauté de sa voix. À peine sortie de l'enfance, la psyché de la jeune fille s'assombrit. Hantée par l'idée de la mort et par des questionnements existentiels, Elizabeth passe une adolescence prématurément sombre et mouvementée. À 13 ans, elle fait le mur pour rejoindre ses copines le soir, fréquente des hommes plus âgés et commence à boire. Face à ses peurs et ses angoisses, l'alcool devient un refuge. À 14 ans, fini les virées secrètes et les excès, ses parents l'envoient dans un pensionnat du Connecticut. L'ambiance est sacrément stricte. Elizabeth est là pour soigner sa dépendance à l'alcool, qu'elle considère comme le premier amour de sa vie. Mais à l'école, au pensionnat ou dans sa tête, c'est toujours la même chose. L'adolescente se sent terriblement seule. Ses idées noires creusent un fossé avec les autres. Elle trouve un ami en son prof d'anglais, Mr. Campbell, de Satan son aîné. C'est lui qui lui fait découvrir les classiques littéraires de la Beat Generation, Allen Ginsberg ou encore Jack Kerouac. Il l'initie aussi à Tupac, Jeff Buckley et surtout à Nirvana. Elizabeth raconte « J'ai eu l'impression de découvrir un autre monde, du moins qu'il y avait des gens qui se posaient les mêmes questions que moi. La Beat Generation et la philosophie m'ont permis cela. » Son diplôme en poche, elle s'envole pour Long Island, chez sa tante et son oncle, où ce dernier lui apprend à jouer de la guitare. À 18 ans, elle refait ses bagages, cette fois, direction New York. Au cœur de cette machine à rêve vertigineuse, la jeune Elizabeth apaise ses démons. Elle trouve son paradis dans la mégalopole la plus intense du monde. Inspirée, elle commence à écrire des chansons dans lesquelles elle révèle son monde intérieur. Les fantômes qui la hantent, ses amours dysfonctionnels, sa fascination pour l'Amérique des années 60. Mais pendant longtemps, sa colocataire est son seul public. Jusqu'à ce que la jeune femme passe la porte des open mic de Brooklyn et de l'East Village. Un soir par semaine, guitare en main, Elizabeth fait entendre sa voix sur de la folk et du jazz sous la lumière tamisée du Salwood Café, du Galapagos ou du Laila Lounge. Quelques mois plus tard, elle s'inscrit en fac de philo, où elle compte bien obtenir toutes les réponses aux questions qui noircissent ses pensées. Mais ses études ne lui apportent pas ce qu'elle espérait. Au magazine Rolling Stone, elle raconte « On m'a appris que la philosophie était une discipline de questions et pas de réponses. Il n'y avait pas de réponse, ce qui faisait presque empirer la situation. » À côté des cours, Elizabeth aide bénévolement les jeunes addicts sans abri. Un jour, alors qu'elle est dans une réserve indienne pour aider à reconstruire des habitations, la jeune femme considère les options qui s'offrent à elle. Le bénévolat ou la musique. Décidée à faire carrière, Elizabeth participe à un concours de composition de chansons. Elle ne gagne pas, mais l'un des membres du jury, issu du label A&R, décide de la signer.
Sa carrière démarre enfin. Elle produit sa première démo acoustique, Sirène, et se renomme May Jeller. Elle en profite pour emménager dans un trailer park de Manhattan. Dans son mobil-home, où elle restera 2 ans, elle bosse sur ses chansons, mais désormais, elle n'est plus seule. Le producteur David Kahn, connu pour sa collaboration avec Paul McCartney ou encore The Strokes, l'accompagne. Il était comme mon école d'Harvard. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement excitée. C'était la première fois que quelqu'un d'important disait que j'étais douée, et j'ai longtemps cherché cette validation. Avec lui, elle sort son EP Kill Kill en 2008, cette fois sous le pseudo de Lizzie Grant. Mais la chanteuse n'est toujours pas convaincue. Elle veut un nom de scène qui colle à sa peau et à ses chansons. May Jeller, Sparkle Jump Rope Queen, Lizzie Grant. Elle enfile des noms puis les laisse de côté. Jusqu'au jour où elle contracte le prénom de l'actrice Lana Turner, qu'elle admire, avec l'iconique Chevrolet Del Rey des années 50. Lana Del Rey, juste ce qu'il faut de glamour et de rétro. Elle sort son premier album studio, Lana Del Rey, aka Lizzie Grant, en 2010. Mais il faut attendre encore un peu pour que la reine de l'Hollywood sadcore sorte de l'ombre. Automne 2011, Lana Del Rey sort son single Video Games. Swinging in the backyard, fill up in your fast car, whistling my name. You open up a beer, get over here and play your video games. Le compteur de vues s'affole sur le clip homemade de l'artiste, jusqu'à compter près de 350 millions de vues à ce jour. Dans ce titre, Lana pose les bases. Un bad boy, un amour asymétrique, des sorties tard le soir dans des bars vieillis où on peut jouer au billard et aux fléchettes. Esthétiquement aussi, Lana trace sa ligne directrice et captive avec son allure de star hollywoodienne désenchantée. Pas étonnant quand on connaît ses égéries féminines, Priscilla Presley, Nancy Sinatra ou encore Jackie Kennedy. Il n'en faut pas plus à Internet pour se prendre de fascination pour la cinématographique Lana Del Rey. La jeune femme incarne à elle seule le mood de Tumblr, le réseau des âmes tourmentées. Attitude grunge, mascara posé par paquet, filtre bleuté, dépression, romantisme noir. Dans la foulée, l'énigmatique Miss America sort son single Born to Die, une ballade trip-hop qui raconte la fin inéluctable d'une histoire d'amour. Lana est définitivement la hit girl de l'année. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough when the road gets tough. I don't know why. Choose your last words. This is the last time. 'Cause you and I, we were born to die. Mais le paysage médiatique réserve un accueil glacial à l'artiste. Les blogs américains la moquent et la dénigrent, avec l'idée que son authenticité affichée ne serait rien d'autre qu'un calcul marketing de l'industrie musicale. Son parcours est mis à nu, avec un objectif, prouver son hypocrisie. Le fait qu'elle ait changé de nom plusieurs fois, preuve qu'elle est fausse. La personne à qui elle doit réellement sa carrière, son père, lui qui a de l'argent. Ses années passées dans un parc à mobil-home, du fake. Supposant qu'elle s'est fait refaire les lèvres, certains blogueurs la renomment Lana Del Duck, comme le ferait un bully dans une cour de collège. Lana est présentée comme une arnaque, une jeune femme prête à tout pour la fame. Et son passage sur le plateau du Saturday Night Live leur donne l'occasion parfaite pour le prouver. Ladies and gentlemen, Lana Del Rey. Le 14 janvier 2012, Lana Del Rey est invitée sur le plateau du SNL en direct à la télévision américaine. Un privilège puisque son album n'est pas encore sorti et qu'au fond elle n'a encore aucune expérience de cette envergure. Mais dès les premières notes de Video Games, lorsqu'elle entame Swinging in the Backyard, son stress est audible. Lana foire sa performance sur les 2 titres qu'elle interprète en live et ses détracteurs appuient sur le bouton replay. Son passage est parodié. La NBC en parle comme la pire séquence de l'histoire du SNL, et Lana devient la risée d'Internet.
A new study shows that tree frogs can live with... Hey, what is that noise? What's that? Oh, look! It's Lana Del Rey. Attendue au tournant, la chanteuse sort l'album Born to Die quelques jours plus tard. La critique américaine continue de l'enfoncer. Selon Pitchfork, son album est l'équivalent d'un orgasme simulé. Méprisée, Lana Del Rey ne cesse d'être réduite à un produit bien pensé de l'industrie musicale. Mais le succès populaire de Born to Die, lui, est indéniable. Il est le 5e album le plus vendu au monde cette année-là. Lana touche enfin son rêve, mais elle ne compte pas faire une croix sur la normalité de son quotidien. Quand elle n'est pas en tournée, elle fait du babysitting. Ça fait un moment qu'elle connaît ce garçon de 10 ans, alors elle continue de le garder dès qu'elle le peut. Elle sort la réédition de Born to Die, Paradise, puis son album Ultraviolence en 2014. Un album aux instrumentales moins hip-hop et plus vaporeux, qui amorce une nouvelle polémique pour la chanteuse. L'artiste a un faible pour les bad boys, elle ne s'en est jamais cachée. Alors elle chante des amours tristes, abusifs, parfois violents. Il m'a frappé, mais je l'ai ressenti comme un baiser. Chante la sad girl de l'Amérique dans Ultraviolence. Son romantisme old school est taxé de glamouriser les violences conjugales. D'ailleurs, 1 an plus tôt, Lana apparaît dans un clip de Marilyn Manson où elle joue une scène de viol en slow motion. Face à la polémique qui enfle, l'artiste se défend de ne pas se retrouver dans le mouvement féministe. Il doit exister une place dans le féminisme pour les femmes qui me ressemblent et agissent comme moi. Le genre de femme qui dit non, mais les hommes entendent oui. Le genre de femme qui se voit arracher leurs propres histoires et leurs voix par des femmes plus fortes ou des hommes qui détestent les femmes. Sous le feu des critiques, Lana empile les albums, de Honeymoon à Did You Know There Is a Tunnel Under the Ocean Boulevard, en passant par le magistral Norman fucking Rockwell. Les critiques misogynes qui la foudroyaient au début retournent peu à peu leur veste, forcés de constater leur erreur. La queue entre les jambes, les médias réévaluent à la hausse Born to Die, qui squatte la 2e place du classement Billboard 200 depuis plus de 10 ans, et Rolling Stone parle de Lana comme de la plus grande songwriter américaine du XXIe siècle. En juillet 2023, 420 000 personnes étaient dans la file d'attente pour espérer choper une des 2800 places de son concert à l'Olympia. Du haut de son trône, Lana ne s'étouffe pas avec la célébrité. Face aux vagues du Pacifique, sa maison à Malibu reste modeste et confortable, décorée de quelques photos de famille. Les liens du sang, Lana y tient. Son frère Charlie travaille dans un bureau à l'arrière de la maison, et sa sœur Chuck passe régulièrement. Nommée 11 fois au Grammy, Lana n'en est jamais sortie victorieuse. Elle a pourtant prouvé qu'elle était une artiste protéiforme, transgressive et capable de se renouveler. Nostalgique d'une époque qu'elle n'a jamais connue, la pop star surannée et intemporelle a trouvé dans la musique un exutoire à ses angoisses comme à ses vieux fantômes. Elle est la girl next door que la sphère médiatique et culturelle a boudée avant de la prendre vraiment au sérieux. Parce que Lana est une artiste déterminée et authentique qui évolue avec ses propres règles du jeu. Parce qu'elle est une femme et qu'elle ne sourit pas. Alors quand on ose lui demander d'où vient sa moue boudeuse, comme l'a fait Nagui sur le plateau de Taratata en 2011, elle répond simplement « Shut up ».